Bien, alors, bonsoir à toutes et tous, nous allons démarrer. Je vous remercie infiniment de votre présence en ligne et ici. C'est le premier événement que nous organisons pour cette année 2023, ce qui me donne l'occasion de vous présenter nos meilleurs vœux au nom de toute l'équipe de la Fabrique de l'Industrie. Et bien sûr de vous remercier de votre présence. Le débat que nous avons ce soir porte sur la souveraineté technologique et industrielle de la France et de l'Europe. C'est une idée qui me paraît importante et qui est surtout extrêmement usitée, réemployée en ce moment. Alors même qu'il y a quelques années, c'était un concept peut-être connu des chercheurs en géopolitique, sciences politiques, des historiens peut-être aussi, mais certainement pas des géographes ni des économistes. Et c'est pour moi un marqueur important de l'époque qu'on est en train de traverser, c'est-à-dire qu'en gros, depuis la pandémie de Covid, tout le monde se réinterroge, y compris ceux qui étaient les plus chauds partisans des politiques de la concurrence et de libre-échange. Tout le monde se réinterroge donc sur la nécessité de réévaluer nos priorités et notre logiciel économique pour tenir compte du fait que, tout bien considéré, nos partenaires ne sont peut-être pas aussi coopératifs que ce qu'on pensait. Et c'est là tout le point. Alors tout le monde n'est pas devenu protectionniste, loin s'en faut, on va le voir ce soir, mais enfin, tout le monde a accepté cette idée qu'il fallait peut-être revoir, encore une fois, la liste des priorités dans les politiques économiques. C'est la raison pour laquelle je remercie les invités, les panélistes ce soir, à la fois de mener et d'introduire ce débat qu'on aura tous et toutes, y compris en ligne. N'hésitez pas à poser vos questions et vos réponses. D'un côté, il paraît clair que la France ni l'Europe ne pourraient abandonner leur destin à des puissances, encore une fois, non coopératives. Il paraît clair aussi qu'il y a peut-être un sursaut qui est appelé, soit pour soutenir l'industrie, soit pour soutenir l'innovation. On verra au passage que ce n'est pas forcément équivalent. Et qu'on ne peut pas laisser comme ça parce qu'on serait naïf, c'est une métaphore souvent usitée, on serait le pays le plus naïf au sein du continent le plus naïf. Parce qu'on serait naïf, donc, se laisser finalement capter par une dépendance exclusive, soit à l'égard des Chinois, soit à l'égard des Américains, puisque c'est quand même un scénario plausible. D'un autre côté, je pense sincèrement qu'on ne peut pas faire comme si les politiques économiques sur lesquelles on a fonctionné pendant des décennies n'étaient pas appuyées sur quelques faits scientifiques, d'une part. D'autre part, on est à une période où les historiens s'interrogent de façon très sérieuse pour savoir si on n'est pas en train de revivre les années 30. En d'autres termes, ils se demandent vers quel type d'événements géopolitiques nous cheminons. Et à cette aune, il me paraît important de discuter de manière apaisée et avec discernement sur justement la nécessité de renouveler ou pas telle ou telle de nos priorités économiques. À titre personnel, je ne sais absolument pas distinguer à quel moment on bascule d'une économie de souveraineté à une économie de guerre, et je pense que ça mérite une forme d'attention. Voilà. Je vous remercie infiniment à nouveau de votre présence. Je passe tout de suite la parole à Vincent, qui a accepté d'animer ce débat. Merci. Merci beaucoup Vincent. Vous voyez, c'est une condition sine qua non pour être ici, c'est le prénom. Je m'appelle Vincent Hénin, je travaille pour un magazine qui s'appelle Ouzbek Erika. Si vos bacs de français sont un peu lointains, je vous rappelle que c'est les personnages de Montesquieu dans la lettre persane, qui contournent la censure et qui portent un regard candide sur le futur, ce que je vais essayer de faire ce soir avec nos panélistes. On va avoir deux tables rondes d'environ 1 heure chacune. Tous les intervenantes se sont engagés à avoir un propos liminaire relativement succinct, de sorte que le dialogue puisse prendre avec vous. Donc dans la salle, comme au XXe siècle, avec des micros. Pour que les gens qui sont à distance puissent vous entendre, c'est mieux d'avoir quand même cet ustensile. Et puis pour les personnes qui sont à distance, vous nous envoyez des questions via Zoom, vous connaissez par le miracle de la technologie, ça arrive jusqu'ici et je les prendrai sans censure aucune, évidemment. Et merci à toutes celles et ceux qui sont là, puisqu'il y a quand même des avantages à la rencontre physique, notamment qu'à l'issue de cette rencontre, il y aura un cocktail et qu'il ne vous sera pas livré chez vous par Deliveroo ou autre. Et donc, voilà, vous aurez perdu une occasion et puis la prochaine fois, vous viendrez avec nous. Donc, dans un second temps, on va parler plus précisément nouvelles technologies. Dans un premier temps, on va discuter de la politique de concurrence européenne. Est-ce qu'elle s'oppose à notre souveraineté industrielle et technologique avec trois panélistes que je vais vous avez leur fonction qui s'affiche derrière moi et je sais que vous savez lire. Donc, on va commencer dans le vif avec vous, Astrid Cousin. Vous êtes arrivée à l'heure grâce au Thalys, qui avait un quart d'heure de retard, quand même, il faut le dire, par rapport à défendre un peu notre SNCF. Vous êtes chef d'unité priorité de la
commission et coordination stratégique à la DG Concurrence de la Commission européenne. Ce sont évidemment les deux derniers termes qui sont très importants. On sait que les Français sont d'une europhilie discrète. Voilà. Je m'essaye au litote comme Vincent Charlet. Et donc, évidemment, on a souvent tendance à accabler l'Europe quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour notre économie ou notre industrie. Et depuis le début de la guerre en Ukraine, revient très fortement l'idée selon laquelle si aujourd'hui nos industries, notamment les plus petites, souffrent, c'est à cause du marché européen de l'énergie, qui est très défavorable aux Français, et je pense qu'on vous y répondra par la suite. On est d'une europhilie discrète, mais on est aussi d'un intérêt pour ce qui se passe à la Commission, souvent un peu discret. Et donc, est-ce que vous pouvez nous mettre sur un pied d'égalité et nous dire un peu quelle est la boîte à outils déployée par la Commission pour aider les industries nationales ? Alors bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette invitation. C'est toujours intéressant pour nous, Commission européenne de Bruxelles, de venir discuter notamment avec l'industrie, et encore plus quand on fait partie de la DG Concurrence, parce que souvent les acteurs industriels, on les voit dans d'autres circonstances. En préparant un petit peu mon intervention ce soir, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire, sûrement de par le titre sur l'opposition entre la politique industrielle et la souveraineté. Et je pense que j'avais sûrement très envie de vous montrer que non, il n'y avait pas d'opposition, mais d'une contribution forte. Nous célébrons actuellement les 30 ans du marché intérieur. Donc, depuis 1993, il y a une libre circulation des personnes, des biens et des services. Et ça s'est avéré l'atout le plus fort de l'Union européenne. C'est un anniversaire en mi-teinte. Clairement, les bienfaits du marché intérieur qui nous semblent naturels, mais semblent également être tout à fait oubliés. Avoir accès pour toute entreprise active sur le marché intérieur à plus de 500 millions de consommateurs, c'est quand même pas rien. Mais effectivement, les crises, et notamment les 2 dernières successives, ont révélé la grande vulnérabilité de ce marché intérieur, et notamment notre dépendance en termes de chaînes de valeur à certaines chaînes de valeur mondiales. Ça a été l'énorme poids de la hausse du prix de l'énergie est un facteur majeur sur la compétitivité européenne et sur la perte de compétitivité européenne. Et l'adoption de la part des autorités américaines de l'Inflation Reduction Act ne vient que exacerber cette mise en danger de la résilience du marché intérieur. Résilience qu'on appelle dans notre jargon à Bruxelles l'autonomie stratégique ouverte. Et chaque mot pèse, notamment le dernier, puisque certains pays préfèrent se concentrer sur l'autonomie stratégique et d'autres pays, c'est un équilibre, les 27, insistent fortement pour qu'on garde cette notion d'ouverture qui reflète tout à fait le DNA, l'ADN du marché intérieur. Alors, en quoi le rôle de la politique de la concurrence impacte vraiment et contribue à la construction d'un marché intérieur fort et résilient ? D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de la politique de la concurrence, sans rentrer dans un cours sur les traités de l'Union européenne? L'objectif majeur de la politique de la concurrence, c'est de la protection du marché intérieur. Faire en sorte que chaque entreprise, grande, petite, puisse opérer dans des conditions justes et équitables pour tous les acteurs économiques, en fait, et surtout de façon non discriminatoire. J'ajouterais même apolitique, ce qui est un élément important quand on parle en France, et donc basé sur des faits économiques, juridiques, précis, encadrés et prévisibles. Mais la politique de la concurrence, c'est aussi une politique au service des priorités de l'Union européenne et des défis actuels. Depuis 2019, à la DG Concurrence, nous sommes embarqués dans une grande réforme des différents instruments. Il y a 3 instruments majeurs, les aides d'État, le contrôle des concentrations et l'antitrust, pour répondre notamment au mieux à ces priorités. C'est ce qu'on appelle fit for purpose. Et donc, la grande priorité, c'est effectivement comment la politique de la concurrence peut accompagner au mieux la double transition verte et numérique. Toute la révision des lignes directrices, donc qui sont notre roadmap pour pouvoir accepter des concentrations, pour pouvoir approuver des aides d'État, ou pour enfin contrôler mieux l'abus de concurrence de position dominante de certaines entreprises. Nous sommes en train de réviser ces lignes directrices dans cet objectif d'accompagner au mieux la transition verte et numérique. Nous avons également
rajouter à notre panoplie ou notre boîte à outils un nouvel instrument, notamment dans le domaine numérique, c'est le Digital Market Act. C'est une législation qui permet de contrôler les marchés numériques et notamment les fameux gatekeepers, les contrôleurs d'accès. Mais également, la politique de la concurrence est en révision pour aussi accompagner la construction d'un marché intérieur plus résilient. Nous avons notamment approuvé 5 projets importants d'intérêt européen commun. Alors 5, vous me direz, c'est pas beaucoup, mais en fait, c'est un mécanisme qui permet d'approuver notamment des aides d'État regroupant plusieurs pays sur des projets qui sont pour promouvoir l'innovation dans des domaines industriels stratégiques, donc dans les batteries, dans les hydrogène, dans semi-conducteurs, il y en a plusieurs à chaque fois, c'est pour ça qu'il y en a 5. Nous parlons de 18 milliards d'aides d'État qui regroupent et qui ont un effet incitatif avec un investissement privé de l'ordre de 35 milliards. Il y a d'autres PIEC, projets d'intérêt commun, en cours d'approbation, notamment dans le domaine de la santé, dans le domaine du cloud également, et deux de plus dans le domaine semi-conducteur et hydrogène. Pour construire un marché intérieur plus résilient, nous avons également rajouté, pour être moins naïf, nous avons également rajouté un nouvel outil qui est le contrôle des subventions des pays tiers. C'est un règlement qui va permettre, et il va rentrer en œuvre à partir du 1er juillet 2023, donc nouvel outil pour la DG Concurrence, qui va permettre en fait de contrôler les financements des entreprises tiers qui souhaitent acquérir une autre entreprise sur le marché intérieur. Donc c'est un petit peu faire un effet miroir sur les aides d'État par rapport aux entreprises des pays tiers qui sont subventionnées par leur pays. Comment dès lors au mieux accompagner notre politique industrielle et de quelle politique industrielle avons-nous besoin si nous avons cette politique de la concurrence? Ce que nous constatons actuellement, c'est que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout notre business model au niveau européen qui était essentiellement basé sur une énergie à bas prix et sur l'importation à bas prix également de matières premières basé souvent sur des critères environnementaux et sociaux peu recommandables, est mis à mal. Donc l'industrie européenne doit maintenant relever un défi très important, notamment objectif à plus long terme de neutralité climatique et de leader dans la transition numérique, mais à court terme de se remettre de ces crises. Le tout dans un contexte géopolitique tout à fait instable, là où notamment nos amis américains ont déclenché une course aux subventions mondiales avec l'IRA, ou en tout cas les Européens ne vont sûrement pas en sortir gagnants. Donc la Commission européenne, et donc là pas seulement la DG Concurrence, mais la Commission européenne est en train de réfléchir à quel genre de réponse nous devons apporter. Est-ce que nous devons avoir une politique industrielle de pick the winner, avec le choix d'un champion européen, mais plus souvent d'ailleurs nationaux, ou de favoriser un certain type de secteur? Pour l'instant, nous nous concentrons sur le fait de, s'assurer que nous continuons à doter l'industrie européenne de conditions cadres adéquates, et c'est important de le rappeler. Dans le marché intérieur, notre industrie a accès à des compétences, a accès à un marché des capitaux et à un environnement stable. Nous continuons à investir dans l'industrie pour l'avenir. J'ai mentionné les PIEC, mais au niveau européen, quelques chiffres. REPowerEU, donc c'est le programme 20 milliards d'euros pour accélérer le développement des renouvelables. Le plan de relance et résilience, donc 720 milliards au niveau européen, 40 milliards pour la France, mais 200 milliards pour la transition verte. Le CHIPS Act, 43 milliards. Dans le domaine des aides d'État, nous sommes en termes d'aide à la protection de l'environnement et la réduction de l'énergie pour juste l'année 2020 à 77 milliards d'aides. Mais nous continuons notamment à protéger le marché unique avec la mise en place de ce cadre temporaire qui permet aux États membres d'apporter du soutien économique à leur industrie qui souffre sur la hausse des prix énergétiques. Et actuellement, nous sommes en train de réviser ou d'être en réflexion sur la révision de ce cadre temporaire de crise pour le transformer en cadre temporaire de crise et de transition en réponse à l'IRA et de pouvoir faciliter le déploiement des renouvelables encore plus
et de répondre à l'IRA. C'est un cadre temporaire de crise et de transition qui devrait être mis d'ici la fin du mois, en tout cas en adoption. Nous sommes vraiment en train de discuter avec les États membres au sein de la Commission sur comment apporter une réponse efficace et rapide à notamment nos amis américains, sachant que nous travaillons toujours avec les autorités américaines sur comment arrêter ce traitement discriminant pour notre industrie européenne. Nous avons mis en place une task force qui permet de discuter avec les Américains. On vient d'avoir un accord sur l'aspect véhicule électrique leasing, où ils vont reconnaître que tout véhicule électrique leasing et les constructeurs européens peuvent avoir accès aux subventions IRA. Et nous continuons la discussion. Mais voilà, il faut trouver aussi, en termes d'aide d'État, un équilibre délicat. Donc oui, nous allons accélérer la politique des aides publiques pour le renouvelable et notre transition écologique et numérique. Mais nous devons faire attention à ce que cette subsidy race, donc cette course aux subventions, ne soit pas au détriment du marché intérieur. De nouveau, quelques chiffres pour illustrer cet équilibre délicat, juste sur le cadre temporaire de crise, donc l'accompagnement des États membres à leur industrie par rapport à la hausse de coûts. Donc c'est un cadre temporaire qui est mis en place depuis mars l'année dernière, depuis l'invasion de l'Ukraine. Nous avons approuvé 671 milliards d'aides depuis donc les 9 mois derniers. Sur ces 671 milliards, nous parlons d'un budget pour les Allemands de 53%. Donc ils ont approuvé, ils ont mis en place des aides d'État à la hauteur de 356 milliards. La France, nous en sommes à 24%. L'Italie, 7%, mais vous pouvez imaginer que les 24 autres pays sont à des pourcentages beaucoup plus faibles. Donc voilà, attention à ne pas permettre à ce que certains États membres plus riches ne gagnent la course aux subventions et, in fine, aux contribuables européens d'endurer des coûts que les actionnaires d'une entreprise devraient, en toute bonne économie de marché, endurer. Vous l'aurez compris, donc la politique de la concurrence contribue à la souveraineté, à l'autonomie stratégique ouverte de l'Europe. C'est un instrument parmi d'autres. Ce sont deux instruments avec la politique industrielle qui doivent contribuer l'un à côté de l'autre et en complément pour une plus grande souveraineté industrielle verte numérique. Merci. Eh ben, merci à vous. Merci de nous avoir instruits. Marie-Claire Cailleteau, peut-être... En rebond, donc là sur la présentation, il y a marqué que vous êtes vice-présidente de la commission économie et finances du CESE, vous êtes toujours co-responsable d'industrie à la CGT. Bon, pour avoir une présentation très, très claire pour tout le monde. Dans ce que dit Astrid Cousin, on voit bien que l'Union européenne a considérablement musclé son jeu depuis le début de la guerre en Ukraine, et moins naïf, notamment pour l'entrée de puissances que des puissances étrangères ne puissent s'emparer d'entreprises européennes. Malgré tout, votre crainte, c'est qu'après avoir subi une violente phase de désindustrialisation, et à l'heure où on parle que de relocaliser, la France soit à nouveau confrontée à une vague de désindustrialisation, précisément à cause du coût de l'énergie, et donc avec des désindustrialisations vers les États-Unis ou la Chine. Oui, c'est une grosse crainte, mais si vous me permettez, je voulais juste revenir, mais en quelques mots, sur l'importance de l'industrie pour un pays, parce qu'on sait bien le sujet dont on parle aujourd'hui. Et alors, pourquoi je dis ça? Je sais effectivement que le public ici est conquis à cette idée-là, mais quand même, on a longtemps souffert de l'idée qu'on serait dans une société post-industrielle, qu'on pourrait avoir des entreprises sans usine et que, grosso modo, on pourrait s'en tirer de cette manière-là. Or, c'est une chimère, on le voit bien. Je dirais un pays qui n'a pas d'industrie, c'est un pays, de mon point de vue, qui n'a pas d'avenir. Et ça a effectivement été illustré pendant la crise du Covid, parce que la France s'est fortement désindustrialisée, et on a vu qu'on était dans l'incapacité de faire des masques, des tests, des vaccins, enfin, même du paracétamol. On voit qu'on est très haut dans les chaînes de valeur internationales, et donc c'est quand même un gros problème, parce que si on veut redresser notre économie, on a besoin, on n'y arrivera pas si on ne redresse pas notre industrie. Parce que l'industrie, c'est bon pour l'économie, mais c'est aussi bon pour les emplois, parce que très souvent, les emplois industriels sont des emplois qui sont stables, qui sont bien
bien formés, qui sont mieux payés d'ailleurs que les emplois de service. Et c'est bon pour l'environnement, et ce n'est pas une petite affaire, parce que pendant que la France se désindustrialisait, son empreinte carbone augmentait. Parce que quand même, il faut répondre aux besoins. C'est bien beau d'aller faire produire à l'autre bout de la planète, mais il faut quand même le ramener au lieu de consommation. On ramène ça dans des camions, dans des cargos, et puis indépendamment des questions environnementales. Donc cette question de réindustrialiser le pays et de l'état de l'industrie en France en particulier quand même, hein, parce qu'on est quand même bien moins bien lotis. On parle souvent de l'Allemagne, mais pas que, hein, bien moins bien lotis que l'Italie ou que l'Espagne. C'est quand même une question qui est centrale. Alors bien entendu, la réindustrialisation, elle doit se faire en tenant compte des enjeux qui sont posés aujourd'hui, c'est-à-dire avec des circuits beaucoup plus courts, une économie circulaire qui prend en compte l'éco-conception, la réutilisation de la matière, l'économie d'usage, enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre d'habitude. Mais cette politique industrielle, de notre point de vue, ça veut dire qu'il faut que, pour avoir une souveraineté, qu'on maîtrise en particulier les filières stratégiques, par exemple l'énergie, l'eau, la santé, mais ça ne veut pas dire qu'on fait tout. Bien sûr, il faut qu'on maîtrise les technologies pivots, mais ça ne veut pas dire qu'on fait tout par nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'Europe, c'est une dimension intéressante pour justement, j'allais dire, jouer avec l'Asie et les États-Unis, quoi. Donc il y a vraiment un intérêt d'avoir, c'est un vrai enjeu industriel, d'avoir une politique industrielle au niveau européen. Alors j'ai un peu contredire ma voisine, mais c'est fait pour le débat. Moi j'estime qu'aujourd'hui on n'a pas de politique industrielle en Europe, et c'est bien dommage. Je peux prendre par exemple récemment Renault, il s'est débarrassé de son sous-traitant qui était la SAM. Il y a eu 350 salariés qui ont été mis sur le carreau, et tout ça pour les produire en Roumanie. Donc on voit bien que sur le territoire européen, ce qui se passe, c'est uniquement de la concurrence entre entreprises. Alors ce dont on a besoin, c'est d'avoir un espace productif avec de la coopération entre firmes dans des filières industrielles pour justement affronter la transition écologique et énergétique. Après, il y a aussi, effectivement, vous en avez parlé, la question des États-Unis. Enfin, moi, j'ai quand même envie d'en parler parce que, alors, c'est pas de la naïveté, mais quand même, quand on regarde ce qui s'est passé avec l'affaire Alstom et la justice extraterritoriale américaine, ça fait quand même mal au cœur, quoi. Hein. Alstom, qui était un fleuron industriel français, on a été vendre la branche énergie d'Alstom à General Electric, qui a commencé par rapatrier tous les brevets aux États-Unis, à nous dire qu'ils allaient créer des emplois en France, et puis maintenant ils s'en vont et ils mettent tous les gens sur le carreau. Je le fais un peu en raccourci, mais voilà, voilà, les États-Unis et leur justice extraterritoriale, c'est ça. Et nous, dans l'affaire, on a perdu notre souveraineté, en particulier sur les turbines Arabelle, qui sont les turbines qui équipent les centrales électriques, en particulier les centrales nucléaires. Donc, c'est pas une petite affaire, ces questions de souveraineté industrielle et énergétique. Alors après, oui, effectivement, aujourd'hui, on a une situation de hausse des prix de l'énergie qui existait avant la guerre en Ukraine. C'est une situation qui a été bien entendu aggravée fortement avec la guerre en Ukraine, mais déjà avant la guerre, on avait des prix de l'énergie qui étaient en hausse, de manière assez structurelle d'ailleurs. Et donc cette crise de l'énergie, oui, elle inquiète énormément, mais ça après je pense que le troisième interlocuteur en parlera, mais on a en ce moment pas mal d'industries en France, et en particulier les entreprises énergo-intensives, qui mettent des salariés en chômage technique pendant 1 mois, 2 mois, qui ferment en disant on ne peut plus payer les factures. Et la crainte, c'est qu'à terme, pourquoi pas, enfin je ne le souhaite pas, mais c'est qu'ils aillent délocaliser de manière plus pérenne en Asie ou voire aux États-Unis, où il y a une énergie abondante et pas chère. D'ailleurs, c'est quand même un petit paradoxe qu'en ce moment, les États-Unis inondent l'Europe et la France de gaz de schiste, qui est interdit en France par la loi parce que c'est de la fracturation hydraulique et que c'est un problème environnemental. Donc on n'est quand même peut-être pas à une contradiction près. Alors après, oui, si on dit qu'il faut réindustrialiser le pays, on voit le rôle central de l'énergie. De toute façon, l'énergie, si on n'a plus d'énergie, il ne se passe plus rien, quoi, j'allais dire. Hein. Si vous n'avez plus d'énergie, les camions ne roulent plus, donc il n'y a plus de marchandises qui arrivent nulle part, plus d'électricité, enfin je fais un petit peu un raccourci, mais les hôpitaux s'arrêtent, les écoles s'arrêtent, les ascenseurs, les feux, enfin, on le verra peut-être. Hein. Peut-être que quelqu'un disait, avec les politiques européennes qui sont menées un jour en février, un soir de février où il va bien faire bien froid, il y aura un blackout en Europe, et là on va voir vraiment les conséquences des politiques menées. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin, enfin je le souhaite pas, mais voilà, on est dans une situation extrêmement tendue d'un point de vue énergétique. Alors quand même, moi je peux...
enfin, je veux dire, l'Europe est largement responsable de la situation en pensant de manière dogmatique que la concurrence soi-disant libre et non faussée, ça allait faire baisser les prix et ça allait faire en sorte que tout allait bien se passer dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'on disait, y a des réseaux, à un moment donné, si on n'a plus assez d'énergie, il y en aura d'autres ailleurs, d'électricité ou de gaz, et on le transférera, et ainsi de suite. Sauf que ce n'est pas du tout la réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les politiques européennes, les directives européennes qui ont déréglementé les secteurs de l'électricité et du gaz, électricité depuis 1997 et gaz depuis les années 2000, elles ont conduit, en particulier en France, à casser complètement les entreprises qui étaient mises en place, qui avaient un optimum technico-économique avec une synergie entre la production, le transport et la distribution. Donc ça a été cassé. Il fallait qu'on ait d'un côté la production, d'un côté le transport et de l'autre la distribution. Ça a été cassé. On a cassé les synergies qui existent au niveau de la recherche entre toutes ces entreprises. On a cassé les tarifs réglementés. On a fait des lois qui sont complètement ubuesques. Par exemple, la loi NOM. La France a fait une loi qui s'appelle la loi NOM, qui a mis en place un mécanisme qui s'appelle l'AREN, qui oblige un opérateur, un producteur comme EDF, à vendre à ses concurrents une électricité à bas coût pour justement favoriser la concurrence. On n'a jamais vu ça. Enfin, je ne sais pas si la concurrence libre et non faussée, c'est ça. C'est-à-dire qu'un producteur aille vendre à des gens qui ne produisent rien une partie de sa production à prix coûtant pour qu'ils puissent le concurrencer. Je m'excuse, si ça c'est une politique industrielle, et je ne vais pas oublier de citer dans l'affaire quand même la mise en concurrence des barrages hydrauliques, quand on sait que l'hydraulique est quand même un maillon essentiel pour la sécurité justement des centrales, et toutes les centrales énergétiques. Donc voilà, donc la politique de concurrence européenne, elle a conduit à casser ce qu'on avait réussi à faire en France. Elle a conduit à ce qu'il y ait une augmentation des prix partout. Par exemple, si on prend l'électricité, on peut quand même se poser la question, comment se fait-il qu'on produit encore, nous en France, un mégawattheure à 42 € et qu'on l'achète sur le marché à 700 €? Il y a quand même quelque chose, il faut se poser la question. 700 €, pourquoi ? Parce que les prix du marché de l'électricité ils sont fixés en particulier par rapport au prix du gaz, parce que c'est la dernière centrale appelée qui est mise sur le réseau, et puis qu'en ce moment le gaz est très cher, et ainsi de suite. Enfin, voilà, il y a quand même un paquet d'aberrations. On est arrivé devant des usines à gaz, on a cassé et complexifié le système, donc je pense qu'il est quand même temps de raison garder et de revenir à l'énergie, c'est central pour les pays, pour tous les pays d'ailleurs. Il y a des discussions au niveau européen sur le plafonnement du prix du gaz et des choses comme ça. On voit bien que ça n'avance pas trop à Bruxelles, en particulier par le rôle que joue l'Allemagne, et ça on pourra revenir dessus, parce que l'Allemagne, elle protège bien son industrie, et pour protéger bien son industrie, elle a besoin de protéger aussi les prix de l'énergie, et donc une électricité qui n'est pas chère comme produite en France, ça la dérange, mais bon, on peut en revenir là-dessus. Donc voilà, je pense que tout ça, il faut quand même le poser sur le tapis, parce que aujourd'hui, si on continue comme ça, sur les questions énergétiques, les politiques de concurrence, on va vraiment aller dans le mur. Prenez pas parti comme ça, là. Alors, Pierre-André Schneider, je ne vais pas vous demander d'arbitrer entre la Commission européenne et la CGT, parce que bon, y a des gens qui nous écoutent, alors ça pourrait leur faire bizarre en fonction de la réponse du patron de Saint-Gobain. Mais plus sérieusement, vous entendez évidemment les chiffres déployés par Astrid Buzyn, et puis vous entendez à la fin le plaidoyer de Marie-Claire Cailleteau. Quand on a une entreprise comme la vôtre qui est internationale, mais qui a quand même évidemment un cœur et un attachement en France, comment est-ce que vous vivez, vous, effectivement, ce fait qu'on soit dans un pays où on produit l'énergie à 42 € et on la rachète 700 ? Est-ce que vraiment ça risque de nous déstructurer à très long terme, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt conjoncturel et que l'Europe va plutôt nous aider dans les années à venir ? D'abord, je voudrais dire, je ne vais pas m'exprimer en tant que patron de Saint-Gobain. Mais en tant que coprésident de la fabrique. En tant que président de la fabrique, parce que Saint-Gobain se débrouille assez bien dans tout ce système-là, puisqu'on est essentiellement multilocal. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la situation très locale dans la majorité de nos pays. Et donc, les problématiques dont on parle ne nous concernent pas vraiment. Donc, je pense que c'est pas... donc, par contre, j'ai
quelques convictions fortes sur le plan industriel, plus en général. Alors, je suis assez d'accord, je vais dire tout de suite, je suis assez d'accord sur le sujet énergétique avec Madame Kaito, mais je vais y revenir. Je voudrais, ceci étant, d'abord revenir sur quelques points qui me paraissent importants. Le premier, c'est que souveraineté, c'est pas indépendance. Et que on peut, oui, mais parce que l'illusion de dire il faut revivre dans notre monde, je pense que c'est pas une bonne solution. La globalisation a fait beaucoup gagner. Les échanges internationaux sont extrêmement utiles. D'abord, on n'a pas tout. Il y a plein de choses dont on a besoin. Donc, souveraineté, ça veut plus dire se mettre dans une position où ce qu'on n'a pas, on est capable de l'avoir. C'est le sujet des vaccins, par exemple. À la limite, on n'avait pas de vaccins, mais on a réussi à ce que les Américains nous en donnent parce qu'ils avaient besoin, alors qu'ils ne voulaient pas nous les donner, parce qu'ils avaient besoin d'un certain nombre de choses qui étaient fabriquées en Europe pour faire leurs vaccins à eux. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, alors que ce n'était pas une compétence européenne, on a vu assez vite que c'était en étant européen qu'on pouvait y arriver. Bon. Donc souveraineté, ce n'est pas indépendance, mais et il faut bien choisir les sujets sur lesquels on veut faire les choses chez nous, parce qu'on ne peut pas les faire tous. Ça, c'est le premier point, sachant que la globalisation, elle a eu elle a fait sortir des centaines ou de millions de personnes de la pauvreté. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter, même si les choses sont plus difficiles aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on parle de la désindustrialisation, on a tendance en France à tout de suite accuser l'Europe. Mais quand on regarde la situation européenne, les politiques européennes, elles ont été européennes. Et quand on regarde la situation jusqu'à une période récente, et je vais vous dire sur ce qui a changé depuis un an, mais jusqu'à une période récente, la balance du commerce extérieur, donc les biens de la communauté européenne, était assez excédentaire. Et en fait, jusqu'à l'année dernière, pratiquement tous les pays étaient en excédent, sauf un, qui était très déficitaire, et c'était la France. Donc, dans des règles communes européennes, on a toujours tendance en France à dire que c'est de la faute de l'Europe, alors que je pense que les problèmes de l'industrie en France, ils viennent beaucoup de la France. Et on a fait des bêtises en France, je pense. On n'a pas, je suis d'accord avec vous, mais c'est Tchuruk qui a dit on n'a pas besoin d'usines. Ce n'est pas les Allemands qui ont dit ça. Et ce n'est pas la Commission de Bruxelles. Donc je pense que c'est un point très important. Donc dire c'est à cause de l'Europe qu'on n'a pas d'industrie en France, c'est vite dit. Voilà. Ça, je pense que c'est les préalables qu'il faut garder. Alors il se trouve qu'il y a deux choses qui ont changé de façon importante depuis un an. C'est le sujet de l'énergie, et je vais y revenir rapidement, et puis c'est le comportement des autres grandes puissances économiques, pour simplifier, je dirais la Chine et les États-Unis, qui n'ont pas aujourd'hui les mêmes règles de jeu en matière de concurrence que nous. Et donc ça doit nous interroger. Alors sur le premier point sur l'énergie, je crois, mais vous êtes plus calé que moi, madame, mais je crois que le sujet principal sur l'énergie, je pense que la politique énergétique, enfin, elle n'est pas l'énergie, la politique de concurrence dans le domaine de l'énergie a été très néfaste. Mais c'est aussi parce que c'est le seul instrument qu'avait Bruxelles pour s'occuper d'énergie, avec l'environnement. L'énergie n'est pas une compétence européenne. Et donc Bruxelles voulant s'occuper d'énergie, c'est occupé par la concurrence. Et là, par contre, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit, Mme Gallo. Je pense qu'on a fait beaucoup de bêtises, notamment dans le domaine de l'électricité. Moi, il y a quand même des monopoles naturels, ça existe. Et on a voulu démanteler ça pour mettre des systèmes qui ne marchent pas. Je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, je pense que c'est... Et qui, en plus, et là, il y a un sujet intra-européen, la manière dont ont été conçues les règles désavantage les investissements et désavantage le système français. Je voudrais faire juste une seconde de publicité pour la fabrique de l'industrie. On vient de sortir une note
très intéressantes sur les sujets des prix de l'énergie, qui montrent que d'ailleurs les sujets ne sont pas aussi simples qu'ils n'y paraissent. Hein, et que, puisque quand on parle de problème du prix de l'électricité en France, une bonne partie, ça vient de l'électricité, pas qu'on utilise en France, mais l'électricité qui est faite dans les biens qui viennent des autres pays et qu'on importe. Mais il y a quand même un point, et là je suis tout à fait d'accord avec Mme Kaito, qui est que ces politiques et ces règles qui ont été mises en place, elles n'ont pas encouragé les investissements et dans l'énergie. Donc on a un vrai sujet d'absence de politique énergétique. Donc c'est pas, à mon avis, enfin, c'est en partie la politique de la concurrence, mais surtout le fait qu'il n'y a pas autre chose pour contrebalancer. Et qu'on a appliqué de manière dogmatique dans les 15 dernières années, dans le domaine de la politique de la concurrence, à l'énergie, ce qu'on a appliqué d'ailleurs dans d'autres domaines, dans beaucoup de cas avec succès. Enfin, il y a eu quand même on a eu tendance à privilégier quand même le consommateur. Et en privilégiant le consommateur, dans un certain nombre de cas, ça a été bénéfique, mais dans d'autres cas, je peux citer toute une série d'exemples, ça a quand même encouragé à aller au moins cher, hein, et donc aller au moins cher à pousser à ce qu'on achète ailleurs qu'en Europe. Hein. Moi, j'ai vécu de très près un exemple qui était le sujet des panneaux photovoltaïques, hein, dont on n'en parle plus parce que le sujet n'existe plus. Hein, aujourd'hui, sur les 10 premières entreprises mondiales qui fabriquent des panneaux photovoltaïques, il y en a 9 chinoises. Hein. Donc le sujet, on est tous chinois sur les panneaux photovoltaïques. Pour l'instant, dans les 2 dernières années, on n'a pas considéré que c'était stratégique. Peut-être qu'un jour, on reverra que c'est stratégique. Aujourd'hui, on parle plutôt des minéraux pour les batteries. J'espère qu'on ne va pas faire la même bêtise sur les batteries. On a pris des précautions, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient suffisantes vis-à-vis des Chinois sur les batteries. On est quand même, ce qu'on est en train de faire en Europe, c'est tout petit par rapport à ce que font les Chinois. Donc c'est très très bien que vous contrôliez les subventions qui sont... Mais enfin, on ne l'a pas fait beaucoup jusqu'ici. Hein, il faudrait le faire vite. Parce que sur le sujet des batteries, on va avoir le même problème qu'on a eu sur les panneaux photovoltaïques. Un autre secteur que je connais moins, Olivier Coste en parlera peut-être dans la deuxième partie, c'est le sujet des télécoms, hein, sur lequel quand je compare les États-Unis et l'Europe, on a un secteur où c'est vrai, on paye en Europe nos communications téléphoniques beaucoup moins cher que les Américains. Bon. Mais on n'a plus d'équipementier. Et donc on est complètement dépendant, alors qu'on avait les meilleurs équipementiers. Hein. Ils vendent aux États-Unis, les équipementiers en Europe, ils n'arrivent plus à vendre en Europe. Nous, on achète chez Huawei, avec les problèmes que ça pose. Juste 2 exemples, mais on pourrait les multiplier. Hein. Dans le domaine de la chimie, on est ici à la maison de la chimie, alors les exemples sont absolument légion. Donc le deuxième chose qui a changé, c'est le comportement, et là vous l'avez tout à fait évoqué, c'est le comportement des Américains. Celui des Chinois, il est tout à fait clair. Moi, ce qui m'inquiète dans ce que vous avez dit, c'est que cette réponse à l'ARE, qui est le sujet, indépendamment du sujet de l'énergie, qui est absolument majeur et qui peut remettre complètement de côté tout ce qui a été fait de positif dans les 10 dernières années. Hein. Aujourd'hui, le sujet est extrêmement grave pour l'industrie, mais il est grave pour toute l'industrie européenne. Le problème, madame, c'est que la France devrait s'en sortir mieux que les autres. Hein, mais on n'est pas capable, on n'est pas aidé par les règles européennes, et 2, on ne sait pas faire marcher ce qu'on a. Mais le deuxième partie étant au moins aussi importante que la première, comme on le montre dans ces études. Donc, le sujet de la réponse à l'ARE, c'est qu'il faut aller vite. On est aujourd'hui dans l'industrie européenne, et tout ce dont on parle est en général dans le temps long. Mais là, on est dans une urgence, à cause du sujet énergétique, hein, et des règles américaines. On est dans une urgence, et je pense que la situation est très très grave. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les Allemands, qui étaient les grands bénéficiaires, parce qu'ils avaient bien fonctionné en interne, sont aujourd'hui dans une position délicate. Ceci étant, hein, je constate, comme vous le dites, que
c'est plus de la moitié des aides que vous autorisez, vous les autorisez pour les Allemands. Là, je trouve ça bizarre ce que vous faites. Voilà. Donc c'est bien de faire des aides, mais il faudrait que l'Europe fonctionne mieux. Voilà. Donc je suis inquiet aussi là, de ça. Voilà. Mais ce qui me paraît important sur l'ARS, c'est vraiment de réagir très très vite. Parce que vous m'avez un peu rassuré par les moyens que vous utilisiez. Moi, j'avais peur que la réaction de l'Europe soit de dire on va se plaindre à l'OMC. Parce que ça, on sait très bien que ça, il y en a pour 10 ans, il ne se passera rien. Et donc, une fois qu'on aura eu une résolution de l'OMC, d'ailleurs, auquel les Américains ne se plieront pas, on sera mort. Donc, il faut aller vite. On va pouvoir ouvrir... Non, pas du tout. On va pouvoir ouvrir la parole à la salle. On a plein de temps, mais je voudrais juste que, Astrid, vous répondiez sur ce dernier point. Face aux 3 modèles qu'on a, on voit que les circuits de décision en Chine sont assez succincts pour, là aussi, employer une litote. Évidemment, quand ils décident d'aller très fort sur quelque chose, ils le font. Aux États-Unis, bon, bien sûr, il y a des contre-pouvoirs, mais malgré tout, on voit que quand ils veulent faire des plans de relance massifs, ils y arrivent, même avec une majorité très courte. Est-ce que nous, ce système d'unanimité, c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied face à la course très urgente que signalait Pierre-André Tchalanda à l'instant? Alors, juste pour répondre sur l'approbation des aides allemandes, ce n'est pas la Commission qui donne des aides et qui finance des aides à l'Allemagne. Donc, si le gouvernement français venait nous voir avec le même montant et les mêmes sortes de règles, on accepterait tout pareil. Donc, juste pour remettre les choses à leur place. Calibrer les règles autrement. Non, mais donc les règles sont calibrées sur des modèles. Les Allemands ont plus d'argent. Mais c'est le cas de beaucoup de pays. Pour répondre au modèle de décision, nous sommes à 27 dans l'Union européenne. Ce n'est malheureusement pas l'unanimité, heureusement pas l'unanimité, mais c'est des compromis. Donc forcément, quand les Américains, qui ont un modèle au final fédéral, proposent des systèmes de schémas fiscaux simples et efficaces, c'est beaucoup plus efficace que l'Union européenne qui doit décider à 27 quel genre de schémas fiscaux ou d'autorisation d'aide on va pouvoir avoir. Ceci étant, depuis notamment la crise du Covid, nous avons réagi très vite. Par exemple, suite à l'invasion de l'Ukraine, dans les 2 semaines qui suivaient, on avait un nouveau cadre temporaire qui permettait aux États membres, s'ils le souhaitaient, de soutenir leur économie. Et nous allons sortir, comme je l'ai dit précédemment, un ajustement de ce nouveau cadre temporaire pour permettre d'une réaction par rapport au système américain le plus rapide possible. Et donc, a priori, nous sommes dans la fin du mois, début du mois prochain, avec un nouveau système d'aide qui pourrait permettre de donner une réponse. Mais c'est une seule des réponses. Ça ne peut pas être la réponse globale à l'IRA. J'entends. Une question là au 2e rang. Oui. On vous donne un micro pour les personnes qui nous suivent à distance. Merci. Ma question va porter pour Madame Cousin. Je suis très favorable, bien sûr, à la concurrence. Néanmoins, en matière énergétique, l'article 101.1, et son numéro est symbolique, dit il ne faut pas d'entente. L'article 101.3 du traité dit sauf lorsqu'il y a des dispositions qui permettent que ça bénéficie à tout le monde, malgré tout. Prenons le cas du gaz, qui détermine aussi le prix de l'électricité à 2 fois plus que le prix du gaz, et dont nous souffrons tous et qui mettent à feu et à sang l'industrie en Europe. Acheter aux Norvégiens pour qu'il le coût de production du gaz est de l'ordre de $20, leur acheter le gaz à $50 était imaginable s'il y avait une entente européenne pour ce faire, parce qu'ils ne pouvaient pas aller vendre partout dans le monde ailleurs, ce qui correspondait à 70 ou 80% de leurs débouchés. La Commission a dit non au titre de l'article 101.1. Pourquoi pas l'article 101.3 ? Et d'autre part, comme ceci obère lourdement les marges des entreprises, on voit des travaux de prospective qui disent pour la transition énergétique et le climat, il faut que nous investissions à horizon 2027-2028 jusqu'à 75 milliards par an d'investissements qui sont colossaux. L'État, avec les boucliers tarifaires qu'il est forcé de mettre, obère les finances publiques et par conséquent limite sa capacité d'investissement industriel. Les entreprises privées elles-mêmes vont souffrir quant à leurs marges. Comment ferons-nous dans ce cas-là? Et donc, réellement, n'y a-t-il pas un problème sur l'appréciation de l'article 101.1 et de son articulation avec l'article 101.3? On commence avec une question pointue, hein, quand même. Félicitations, monsieur. Alors,
je ne vais peut-être pas répondre sur l'utilisation de l'article 101 et 101.3 dans le cas que vous avez mentionné. Par contre, j'aimerais revenir sur la réforme du marché de l'énergie. Je pense que ce que vous avez mentionné, c'est que l'énergie, effectivement, n'est pas une compétence de l'Union européenne. Et donc, par le biais de la politique de la concurrence, dans les 10 dernières années, ce que la Commission européenne a essayé de faire, c'est de favoriser le déploiement du renouvelable. Donc, forcer un peu les monopoles naturels, comme vous l'avez dit, à investir dans des énergies renouvelables, de permettre aussi l'accès à leur infrastructure par des nouveaux entrants. Et ça a quand même donné, il faut être conscient que nous avons opéré à bas prix, un coût bas de l'énergie pendant 10 ans. Maintenant, la crise et l'invasion de l'Ukraine a montré quoi? A montré que ce système, et c'est effectivement, ça a commencé un petit peu avant l'invasion de l'Ukraine, mais ce système ne fonctionne plus. Et ça, je crois que le constat, il est clair, il est partagé au niveau à Bruxelles et au niveau des différentes capitales. Et donc, nous sommes en train de mettre, enfin nous, la Commission européenne, mais avec les États membres, plusieurs outils en place. Mais c'est de nouveau un compromis très délicat parce que chaque mix énergétique est très particulier selon les différents 27 pays. Et donc, ce qui va agréer à la France ne va pas être la même chose pour les Allemands, pour nos voisins espagnols, pour nos voisins portugais, pour nos voisins italiens. Nous sommes en train de mettre en place une plateforme commune d'achat et de vente du prix de l'énergie. C'est très compliqué. On se rend compte que beaucoup d'entreprises ne souhaitent pas trop y participer. On est en train de regarder justement comment utiliser l'article 101 pour permettre cette plateforme d'achat commune. C'est ce que nous avions fait un peu pour le vaccin et on essaye d'avoir ces joint ventures, cette plateforme commune pour un achat commun au niveau du marché intérieur, parce que c'est là où on peut pouvoir avoir plus de force. La Commission va également sortir une nouvelle réforme du marché de l'énergie pour découpler le prix de l'électricité et du gaz. Mais vraiment, le but était de pouvoir continuer à investir dans les renouvelables. Et là-dessus, on continue à pousser sur l'hydrogène, sur l'offshore wind, sur les panneaux solaires, où on est en train de monter aussi un projet d'intérêt commun pour pouvoir rattraper. Alors, le nucléaire... Oui. Le nucléaire... Écoutez, c'est dans la taxonomie du risque. Pour l'instant, on n'a pas reçu de... Je ne suis pas au courant que nous avons un projet d'intérêt commun au niveau de plusieurs États membres. Il en faut au moins 4 qui soutiennent un projet nucléaire. Si ça venait, on l'examinerait au même titre que toute autre source d'énergie. Et on me glisse dans l'oreillette qu'il y a un pays voisin de la France qui reçoit beaucoup d'aide de l'Union européenne, qui n'est pas un turiféraire du nucléaire et que ça a sans doute joué un rôle important. C'est ça que vous dites, quoi. Juste un mot sur ce sujet. Attendez, on vous apporte un micro parce qu'il y a du monde en ligne. Merci. La Commission est en train de pondre ou a pondu une directive selon laquelle l'hydrogène produit à partir d'électricité nucléaire ne serait pas considéré comme de l'hydrogène bleu, c'est-à-dire bénéficiant des avantages. Je voudrais savoir pourquoi. On va vous offrir un verre après la rencontre. Non, parce que je vais vous décevoir parce que c'est un domaine très spécialisé. Je ne suis pas de la DG Énergie et je suis désolée de rentrer dans le jargon de la Commission européenne. Le nucléaire, c'est un sujet hyper sensible, comme vous le savez. Dès que nous autorisons, par exemple, des aides d'État, Hinkley Point, production du nucléaire d'EDF en Angleterre, au moment où les Anglais étaient encore dans l'Union européenne, attaqués directement par nos amis autrichiens à la Cour européenne de justice. Donc c'est un domaine où dès que... En fait, la Commission européenne est neutre, totalement neutre sur le mix énergétique. Et c'est pas à la Commission européenne de dire comment un pays doit... donc c'est pas dire ça, non. Vous avez juste dit que toute la politique a été de favoriser les ENR. Donc c'est pas neutre ça de dire ça. Non, vous avez dit toute la politique qu'on a cherché à mener et on s'aperçoit qu'elle a besoin de revue, ça a été pour encourager les ENR. Je pense que ça c'est pas neutre. La transition énergétique... En termes de mix énergétique. Non, c'est pas neutre. Mais elle était à combien de pourcents en France, le renouvelable? Est-ce que la France en a autant besoin que les autres? C'est pas évident du tout.
C'est ça le sujet. Je pense qu'actuellement, on est en train d'importer de l'énergie, puisque nos centrales, malheureusement, ne fonctionnent pas autant. Pas la semaine dernière. Tant mieux. Donc, je suis ravie de l'entendre. Là, je pense qu'on est sur un débat, malheureusement, un peu franco-français sur la place du nucléaire, sur lequel la Commission européenne n'a pas son mot à dire. Je ne peux pas vous laisser dire ça, madame. Ce n'est pas un sujet franco-français. J'ai dit que la France avait souvent tendance à critiquer l'Europe à tort. Mais ça, ce n'est pas un sujet franco-français. Le nucléaire est un avantage potentiel considérable sur le plan de l'industrie. Et je ne vois pas, au titre de raisons idéologiques, pourquoi la Commission se met dans la botte des Allemands sur ce sujet. Est-ce que ce que vous voudriez dire, c'est que de la même façon que l'Union européenne a été capable de reconnaître une exception culturelle française avec la loi Langue ou l'intermittence, il y a des domaines où... Une exception culturelle française. Vous avez, je ne sais pas si c'est 8 ou 10 pays européens qui partagent la vision de la France sur ce sujet. Simplement, c'est les ONG qui commandent en Europe. Ce n'est pas une question d'exception culturelle, parce que le mix énergétique, c'est la responsabilité des pays. Et c'est bien que ça reste comme ça, c'est-à-dire que c'est les pays qui décident de quels qu'ils vont bâtir comme outil pour faire de la production d'énergie. Et moi, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'y compris arriver à se mettre d'accord avec l'Allemagne sur un mix énergétique, ils ont arrêté le nucléaire, nous on veut le continuer, et je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Donc après, deux choses, je pense quand même qu'on pourrait avoir une politique énergétique et industrielle au niveau européen. Il y a des tas de sujets, par exemple, il y a les interconnexions, il y a la question des économies d'énergie, il y a la question du groupement d'achat gaz, il y a la question de la recherche, il y a des tas de choses qu'on pourrait faire au niveau européen, justement pour avoir une véritable politique énergétique, y compris la formation, les emplois, l'harmonisation par le haut des normes sociales et environnementales, si on veut avoir vraiment un espace productif au niveau européen et qu'on ne fasse pas du dumping social. Donc voilà, il y a des tas de choses à faire. Après, moi je vais le dire peut-être un peu crûment, mais très clairement, l'Allemagne, elle a fait le choix d'arrêter le nucléaire, donc de développer les ENR, donc la Commission européenne, elle le suit. Elle suit et elle développe les ENR à fond la caisse, je m'excuse un peu de l'expression, mais y compris sans se rendre compte que tant qu'il y avait le gaz russe, ça allait, parce que ça, il pouvait. C'est pour ça que Schröder s'est mis d'ailleurs dans le conseil d'administration de Gazprom, il pensait que ça allait marcher, qu'ils ont besoin de gaz quand même avec toutes les ENR qu'ils développent. Mais le jour où on n'a plus de gaz, on est quand même, c'est compliqué, on redémarre la lignite. Pour l'environnement, c'est quand même très contestable. Mais du coup, effectivement, le nucléaire est un avantage compétitif pour l'industrie française. Même si en ce moment, il y a des problèmes, mais on pourra en parler, ça peut faire partie du débat, mais quand même. Et donc, moi, je pense qu'il y a une action de l'Allemagne au niveau de la Commission européenne pour tuer le nucléaire français. Enfin, quand on voit les débats qu'il y a au niveau de la taxonomie ou des aides d'État, le nucléaire ne pouvait pas faire partie de la taxonomie. Enfin, quand même, je m'excuse, c'était un vrai scandale, quoi. Au niveau de la politique de la concurrence, parce que je pense que c'est de ça dont on parlait normalement ce soir, il y a une approche totalement neutre sur le nucléaire. La preuve, on vient encore d'approuver une aide d'État pour le nucléaire dans un pays d'Europe centrale. On a approuvé Hinkley Point, on a défendu à la Cour européenne de justice. Donc je pense qu'il est faux de dire que la Commission européenne, en tout cas la politique de la concurrence, défavorise le nucléaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, alors... Vous faire passer, on va prendre les deux. On peut élargir. Ouais, bonsoir, je voulais prendre un autre exemple pour sortir de l'énergie. Le marché de l'automobile. Des décisions ont été prises pour 2035, plus de voitures thermiques, voitures électriques. Très bien, ça participe d'un choix stratégique, d'un choix politique, et pourquoi pas. Mais si ça devait conduire à l'arrivée massive de voitures chinoises, parce que nos industriels ne seraient pas prêts ou pas suffisamment aidés. Si ça devait conduire à ce qu'on soit dépendant de la Chine sur les batteries, dont on dit que même si on met des pièces sur les batteries, ce sera largement insuffisant pour répondre au marché. Comment est-ce qu'on n'est pas là en train de recréer une dépendance sur d'autres sujets? Et Dieu sait que la mobilité et la voiture, c'est essentiel. Et face à ce constat, que pouvons-nous faire pour éviter justement cette dépendance? Il reste 10 ans pour s'en occuper, on doit être capable de prendre des mesures, et ces mesures-là, à mon sens, elles sont avant tout européennes, avant d'être nationales. Et monsieur... Oui, bonjour. Écoutez, moi je représente une organisation, je vais juste me présenter en 3 secondes, qui s'appelle Evolis et qui regroupe 600 entreprises industrielles qui sont toutes dans le domaine des équipements, les machines, solutions, etc.
Alors, je rejoins la question qui vient d'être posée. Je vous donne un exemple très concret. Les gigafactories de batteries, évoquées par M. de Chalandard également. Donc, ces projets, qui sont des projets européens, se construisent à toute vitesse, mais il n'y a absolument aucun équipementier, aucun constructeur de machines spécifiques pour ces usines qui sont très technologiques en Europe. Donc ces gigafactories se sont construites avec des équipements asiatiques. Pour ne pas acheter chinois, on va plutôt acheter coréen du Sud. Mais de toute façon, ces entreprises, ces équipementiers asiatiques n'ont pas donné leurs équipements de dernière génération aux nouveaux acteurs européens parce qu'ils les gardent pour le marché asiatique. Donc vous voyez, l'industrie, c'est extrêmement fragile. C'est-à-dire on part sur un système où il n'y a pas d'offre d'équipements et de solutions européennes. Et donc, ces gigafactories se construisent et vont déjà être moins performantes que des gigafactories asiatiques. Bon. Alors, nous, on travaille justement en filière avec les donneurs d'ordre de ces nouvelles usines pour pouvoir créer, mais ça va prendre un peu de temps, une génération d'équipementiers européens qui vont pouvoir développer des technologies innovantes sur la fabrication de batteries. Un autre exemple que je voudrais évoquer très rapidement, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Donc là, c'est une tentative très intéressante qui a été saluée par beaucoup d'industriels de l'Europe de protéger les frontières sur la production d'acier, d'accord, en permettant en demandant aux importations d'acier de payer une taxe et de se mettre donc là au niveau des aciers européens. Donc ça, ça convient très bien aux aciéristes européens. Le problème vient, et ça a été levé par notre fédération, la Fédération des industries mécaniques, avec d'ailleurs la Fabrique de l'industrie, c'est que pour les produits qui sont fabriqués à partir de l'acier, il est évident que quelqu'un qui, par exemple, fabrique des cuisines industrielles, donc qui plie de l'acier, il va être défavorisé s'il est européen par rapport à son concurrent extra-européen qui, lui, n'a pas à subir cette taxe de l'acier. Et donc, si le prix de l'acier est tout simplement important dans le prix du produit final, il y a un risque très fort de délocalisation. Donc, je donne deux exemples pour montrer cette fragilité avec cette difficulté de la vision politique qui, d'ailleurs, n'est jamais remise en cause par les industriels, je ne crois pas. Enfin, il peut y avoir des débats, bien sûr, mais je pense que les industriels qu'on représente, qui sont souvent des PMI, comprennent que, justement, il faut les contraintes qui pèsent pour l'environnement, pour la décarbonation, etc. Ils la comprennent. Par contre, je trouve qu'entre la démarche administrative et politique et la démarche industrielle, il n'y a pas suffisamment de pont, on n'échange pas, on ne se parle pas. Et ça, c'est ma question, en fait. Il n'y a pas un dialogue qui est très sain, finalement. On arrive très vite à s'opposer, à dire d'un côté, il y a les ONG, de l'autre côté, il y a les industriels. Et je trouve qu'on gagnerait tous à avoir un échange entre le pragmatisme des industriels et les stratégies politiques qui sont faites. Et pour ça, j'affinerai ma question sur le fait, pour moi, les filières sont très importantes. En fait, on a essayé en France, et ça reprend le point aussi qui a été évoqué par Madame Kaito, sur la collaboration. En fait, toute industrie est une chaîne de valeur particulière, et donc chaque filière doit pouvoir développer ses projets innovants et ne pas être forcé à les faire trop vite. Il doit y avoir un dialogue pour que ça se fasse sur le bon timing. Et je trouve qu'une politique industrielle, ça doit être une politique de plusieurs filières, de chaque filière industrielle. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas suffisamment. On a aussi, sur le plan franco-français, ce même problème avec des donneurs d'ordre qui sont souvent bien trop grands et les équipementiers français. Mais je trouve que c'est par filière qu'on devrait développer les priorités, les stratégies, et le faire avec un dialogue qui soit opérant entre les industriels et vos services. Voilà. Pardon, j'ai été très long. Pas de souci. On va laisser la protection aux frontières dans un second temps, mais peut-être puisque les deux questions se font écho, que ce soit pour les gigafactories ou les voitures thermiques en 2035, là aussi, en fait, en filigrane, c'est la question soit de la naïveté, soit d'un manque de fluidité de la Commission européenne. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ?
clairement, le choix de neutralité, le choix de transition verte pour notamment les véhicules 2035, c'est un choix politique. Là où on travaille beaucoup, c'est la mise en commun d'expertise. Donc nous avons les projets d'intérêt commun européens, où là il s'agit des États membres qui doivent venir avec des subventions sur des projets plutôt innovants pour ramener le savoir-faire en Europe. Donc vous avez parlé des gigafactories sur les batteries, mais on est exactement dans la même logique sur les semi-conducteurs. Où on essaye de faire revenir le savoir-faire en Europe, donc non seulement onshorer, donc rapatrier des gigafactories en Europe, mais aussi avoir accès au savoir-faire. Et ça, c'est compliqué. On met en place des alliances dans lesquelles les industriels peuvent justement échanger sur notamment le savoir-faire, mais aussi sur qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse en 2035 arriver à des voitures électriques sans trop de casse. C'est un sujet compliqué, c'est un sujet sur lequel notamment le commissaire Breton est en train de discuter. On discute beaucoup avec les industriels dans le cadre de cette alliance, et on essaye quelque part de mettre des garde-fous pour ne pas répéter l'erreur des panneaux photovoltaïques, pour ne pas répéter l'erreur des semi-conducteurs. Dans le domaine des semi-conducteurs, par exemple, on approuve, là en ce moment, on a approuvé un projet de ST Microelectronics en Sicile pour relancer une entreprise innovante dans le domaine des semi-conducteurs. Et on travaille sur la chaîne de valeur. Et ça, c'est un élément important que vous avez mentionné, parce qu'on se rend compte que si on veut réinvestir dans l'industrie, pas simplement l'industrie du futur, il faut qu'on travaille sur la chaîne des valeurs, et notamment au niveau européen, c'est très important, parce que dans cette chaîne de valeur, il n'y a pas que les grands industriels, mais il y a aussi toutes les petites PME qui sont la force de notre écosystème, c'est le langage qu'on utilise à Bruxelles. Mais donc voilà, ces alliances ont un rôle important, notamment pour éviter qu'en 2035, on se retrouve avec plus de casse que de bénéfices sur un objectif politique. C'est une deadline, voilà, on a fixé 2035 pour avoir des véhicules électriques. On aurait pu fixer 2025, on aurait pu fixer 2040. Je crois que les Anglais ont fixé 2030, je ne sais plus, mais un peu avant nous. C'est un modèle fragile. Par exemple, si je reviens dans le domaine des semi-conducteurs, on est en discussion, enfin les autorités allemandes sont en discussion et les autorités françaises sont en discussion avec Intel. Alors, est-ce qu'on autoriserait ou pas Intel à faire une gigafactory en France et en Allemagne dans le domaine des semi-conducteurs? C'est pas une société, c'est pas une entreprise européenne, mais il y a le savoir-faire. Donc tout ça, c'est compliqué. Est-ce qu'on veut juste avoir les entreprises et avoir accès aux biens en Europe, ou est-ce qu'aussi on veut essayer de rapatrier le savoir-faire, sachant qu'au risque de faire venir des acteurs non européens? Sur la question de la protection aux frontières, je sais que Louis Gallois vous répondra dans la seconde table ronde avec un point de vue un peu moins optimiste. On va être pris par le temps. Alors d'abord, il y a un compliment qui arrive pour vous. Je vous trouve extrêmement dur avec Astrid Cousin qui essaye de vous expliquer que les décisions prises au sein de l'UE ne se prennent pas par les Français seuls, mais à 27. Ne faudrait-il pas plutôt muscler, renforcer notre rayon d'action pour convaincre nos partenaires européens? On vous enverra l'email. Et peut-être pour terminer, il y a une question qui est un peu ouverte, mais qui est assez française, puisque justement ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre-André Tchandar, arrêter d'accuser les autres et regarder un peu balayer devant notre porte. La question est, pour construire une industrie forte, il faut développer une culture de la conception forte. Par exemple, les Allemands produisent en Allemagne ou en zone à bas coût, idem pour d'autres pays de l'UE. Donc comment retrouver une culture de la conception en France? Quel impact sur les cursus scolaires dès le collège? Donc à mon avis, question de parents qui a des ados et qui est angoissé en perspective de Parcoursup. Mais évidemment, c'est une question qui est immense. Mais comme on a beaucoup parlé d'énergie, j'entendais Agnès Pannier-Runacher la semaine dernière dire que si on voulait mettre en conformité l'ambition présentée par Emmanuel Macron pour le nucléaire à horizon 2030-2040 avec 14 nouvelles centrales, il faudrait que 15% des ingénieurs formés en France se tournent vers des filières qu'elles ont largement désertées, ou en tout cas dont elles se sont pas mal détournées ces dernières années. Est-ce que pour vous, c'est au niveau français, au niveau européen qu'on redonne l'envie aux jeunes Français de se tourner vers l'industrie? Sur le sujet de la place de l'industrie, on a un sujet français.
hein, la désindustrialisation à l'intérieur de l'Union européenne. Il y avait les Anglais aussi, mais ils ne sont plus chez nous, mais, en Europe. Mais le sujet, il est vraiment français, là. Hein. Il y a le niveau... Alors, qu'est-ce que va donner l'histoire énergétique en Allemagne? Je ne sais pas, mais jusqu'à l'année dernière, le pourcentage de l'industrie dans le PIB en Allemagne avait très très peu bougé par rapport à ce qu'il était il y a 15 ans. C'est la France qui a vraiment chuté. Il y a eu, je crois, des choix de politique économique en France pendant très longtemps qui ont considéré que l'industrie n'était pas majeure. Alors que, moi je l'ai vu en Allemagne, les choix de politique économique en Allemagne ont en général toujours été faits en écoutant d'abord l'industrie. Donc il y a un vrai sujet, hein, et donc il faut redonner le goût de l'industrie. Alors je pense que ça a changé depuis un moment. Et on avait enclenché depuis quelques années, je ne veux pas... mais la date de ton rapport, Louis, a été un peu une date importante par rapport à ça. Je pense qu'on avait réenclenché une spirale relativement vertueuse dans les 10 années. Je suis très inquiet de ce qui se passe pour les questions d'énergie, hein, depuis un an, et que après les années de désindustrialisation, cet arrêt, cette dynamique positive qu'on était en train d'enclencher, je suis très inquiet qu'elle ne soit remise en cause par ce qui se passe dans le domaine de l'énergie. Comme vous l'avez très bien dit, madame, l'énergie, c'est majeur dans l'industrie. Hein. Et dans beaucoup de métiers, là je peux donner un exemple de Saint-Gobain, on avait des métiers dans lesquels, jusqu'à il y a 2 ans, l'énergie c'était 12-13% du prix de revient. Cette année, c'est plus du double, hein, dans le prix de revient. Et je ne parle pas de la chimie, où là, on arrête, quoi. Donc je pense que ça, c'est... Voilà, alors, ce n'est pas exactement votre question, mais ça veut dire que je pense que le sujet, il est français. Il faut redonner tout ce qui est lié à l'apprentissage, c'est très bien. Hein. Je pense qu'il faut redonner de la noblesse, hein, de l'attractivité à ces métiers industriels. C'est culturel, ça va prendre du temps. Hein, mais je pense qu'on devrait pouvoir y arriver. Je ne suis pas fondamentalement très inquiet sur la capacité de EDF à mettre en œuvre le nouveau programme nucléaire. Hein, à partir du moment où on l'a décidé, alors il faut encore qu'on change quelques lois et tout, mais je pense qu'on va y arriver. Hein, mais il faut, parce que là, on est capable de rebond, hein, mais il faut inverser la vapeur très très vite. Et ça, c'est largement culturel, à mon avis. Non, mais un petit mot rapidement. Effectivement, ce n'est pas parce qu'on n'a pas, de mon point de vue, de politique industrielle européenne que la France s'est désindustrialisée. La question, c'est la responsabilité des gouvernements successifs français qui ont conduit à une désindustrialisation de la France. Donc les politiques menées et puis les grands groupes qui sont partis, hein, qui ont largué les amarres. Et le problème de l'industrie, c'est que c'est souvent des investissements qui sont massifs et sur du temps long, avec des rentabilités qui ne sont pas élevées sur du temps long. Et donc, aujourd'hui, le temps industriel, ce n'est pas le temps politique. Le temps politique, c'est 3 ans, 4 ans, c'est 5 ans maximum, c'est des rentabilités rapides, c'est voilà. Donc, on n'est pas sur les mêmes temps. Après, pour redresser l'industrie, effectivement, une des choses les plus importantes, ça va être les qualifications et les compétences. Et effectivement, par exemple, si on parle de l'industrie nucléaire, bon, il y a des sujets, mais un des sujets, c'est le fait qu'on a besoin de former des gens. On manque de compétences, mais on ne formera pas un soudeur dans l'industrie nucléaire en 6 mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut de l'anticipation pour pouvoir justement avoir des gens qui sont qualifiés, qui sont bien formés. Et alors après, on pourrait avoir un débat très long. Il y a l'attractivité des métiers, il y a tout ça, l'image que donne l'industrie qui est en train de changer. Il y a beaucoup de choses, hein, effectivement. Mais après, et je pense, et pour ne pas être trop longue, puisque je vois qu'on dépasse le temps, mais la question justement de la formation des qualifications, elle est centrale. Parce qu'y compris l'industrie, elle est, je veux dire, c'est pas l'industrie non plus d'il y a 20 ou 30 ans. L'industrie est en train de beaucoup se transformer. En particulier, elle est beaucoup plus imbriquée avec les services aujourd'hui. Il y a une frontière qui est beaucoup... Voilà, on voit bien l'usage qui arrive beaucoup plus. Il y a l'arrivée massive des nouvelles technologies qui fait que ça change beaucoup les métiers.
et entre autres qu'on a besoin d'avoir une élévation des qualifications de tous et une formation pour tous, beaucoup plus importante. Parce que les nouvelles technologies, elles doivent être utilisées justement pour soulager l'homme des travaux qui sont pénibles, automatiser tout ce qui peut être automatisé et laisser toute la créativité et l'innovation collective de travail. Donc on va avoir besoin de collectifs de travail qui sont stables, avec des gens qui sont formés et qui pourront justement innover, créer et permettre que notre industrie, elle se redresse et puis qu'elle puisse, on parlait de la voiture tout à l'heure, hein, la question de la voiture, mais c'est la question de la batterie, hein, donc c'est la question de la recherche. Si on ne met pas... je vais être trop longue parce qu'en France, on est à la traîne sur la recherche et on sait très bien qu'on met pas assez on est très loin des objectifs de 3% de Lisbonne là-dessus. Mais voilà, c'est la question de la recherche. Et donc, il faut qu'on investisse dans les bons domaines, dans les compétences, dans la recherche, si on veut avoir une industrie demain dynamique qui redresse l'économie du pays. Merci beaucoup. Donc vous avez les publications à la sortie. On va prendre une toute petite pause de 5 minutes. On n'est pas si en retard, on n'a que 3 minutes. Après 5 minutes de pause, on parlera exclusivement nouvelles techno avec Olivier Cos, Sarah Guillou et Louis Gallois. Et donc on parlera effectivement de nos investissements dans la recherche qui ne sont pas faramineux.